Alors, ce documentaire va retracer en fin de compte donc la conférence qui est prévue le samedi 26 mai à Saint-Apollinaire. Conférence organisée par l'association Visage de notre Pilat, donc association patrimoniale du parc du Pilat, et organisé également par l'association des Amis du Parc, donc l'association qui est à l'origine de la création du parc naturel du Pilat. Donc nous remercions naturellement ces deux associations pour leur soutien et la possibilité qu'ils nous offrent d'exposer donc nos découvertes sur le site du Cadran du Pilat. Nous allons donc débuter cette présentation par une première partie qui s'intitule La cible du Pilat, dans laquelle en fait on va exposer en quoi cette pierre des trois évêques que l'on voit ici donc à droite en vue du dessus, en quoi cette pierre des trois évêques est peut être considérée comme une cible à plusieurs égards. Donc simplement pour la présenter très brièvement, hein, cette pierre des trois évêques, eh ben, c'est un monolithe qui mesure précisément 4 mètres dans sa plus grande longueur et 3 mètres 20 dans sa plus grande largeur. Elle est parfaitement plate et elle est gravée également de 3 croix. Donc ce sont là des éléments distinctifs et caractéristiques de cette pierre. Alors, en guise d'introduction, quelques mots sur le rôle de cette pierre des trois évêques. La pierre des trois évêques, en fait, elle doit son nom au fait qu'au Moyen Âge, enfin sous l'Ancien Régime d'une manière générale, elle marquait donc la limite entre les archidiocèses catholiques de Lyon, Vienne et du Puy. Donc c'était une pierre borne, une pierre de jonction de ces trois territoires ecclésiastiques. Mais on sait que plus anciennement et à l'époque carolingienne, cette pierre marquait déjà la frontière entre trois grandes provinces qui étaient l'Aquitaine, la Bourgogne et la Provence. Au-delà de cette époque carolingienne, à l'époque gallo-romaine, on suppose maintenant que cette pierre marquait déjà la limite des trois grandes provinces gallo-romaines de la Lyonnaise, la Narbonnaise et l'Aquitaine. En fait, les historiens s'accordent à voir dans les limites ecclésiastiques des diocèses les anciennes limites territoriales de l'Empire romain. Au-delà de cette époque romaine, on peut même supposer qu'à l'époque celte, à l'époque gauloise, cette pierre marquait déjà la limite entre les trois grands peuples gaulois qui étaient les Allobroges, les Ségusiaves et les Vélaves. Il y a une notion qui est assez intéressante, c'est celle de la toponymie, puisqu'à proximité de la pierre des trois évêques, alors là je donne en fait un extrait du cadastre napoléonien qui date de l'année 1837, où figure le nom de la pierre des trois évêques. Il est même inscrit sur ce cadastre pierre des trois évêques gravée de trois croix. Et à proximité se trouve le hameau de Charonde, qui aujourd'hui n'existe plus, hein, ce sont des ruines. Et ce hameau de Charonde, il est intéressant puisque d'un point de vue étymologique, chat et rande sont deux termes celtiques, voire même pré-celtiques pour le mot chat, qui désigne pierre, et rande en gaulois désignait la frontière, la limite. Donc on aurait bien dans ce toponyme du hameau à proximité de la pierre des trois évêques le souvenir finalement de cette pierre qui formait la frontière de ces anciennes divisions territoriales. Alors, le mot de Charonde, moi j'ai essayé de le retrouver dans les textes anciens et finalement la plus vieille mention que j'en ai, elle n'est pas très ancienne, elle date de 1726. C'est ici donc dans les registres paroissiaux que l'on trouve mention de la famille Dorel donc qui vient s'implanter au début du XVIIIe siècle dans ce lieu qui s'appelle Charonde. Cette famille Dorel restera
dans ce hameau jusqu'à la moitié du 19e siècle à peu près, et sera remplacé ensuite à la fin du 19e et début du 20e par la famille Bouvier, dont le nom figure gravé précisément sur la pierre des trois évêques. Alors, je présente ici un extrait d'un document qui, à mon avis, est probablement le plus ancien, en tous les cas, à ma connaissance, le plus ancien, donc, puisque daté de 1516, et qui fait état de la pierre des trois évêques, bien que celle-ci ne soit pas mentionnée. En fait, c'est un document qui établit la limite de la juridiction et du mandement de Saint-Sauveur-en-Rue. C'est une limite qui est assez longue dans sa description. Elle passe par le secteur de la pierre des trois évêques, passe pas très loin du bourg d'Argental, ensuite file sur la montagne de Taillard, revient donc sous le village de Saint-Sauveur-en-Rue, sous le village de Saint-Régis-du-Coin, et donc boucle sur le secteur de la pierre des trois évêques. Et le petit paragraphe que je fais figurer là ici se situe précisément dans le secteur qui concerne la pierre des trois évêques. Et ce paragraphe, il nous dit, et de là à la fond découverte, et est à savoir qu'au-dessus la dite fond, il y a une borne, et de là s'en va à une pierre plate, et dessous la dite fond, où il y a trois croix en la dite pierre. Donc là, on nous fait état en fait d'une pierre qui est parfaitement plate, et qui est gravée de trois croix. Ce sont là les caractéristiques principales de la pierre des trois évêques, et bien que cette pierre ne soit pas nommée, on peut, je pense, légitimement penser qu'il s'agit en fait d'une allusion à la pierre des trois évêques. Alors, ce que l'on peut dire d'autre à partir de la pierre des trois évêques, c'est que celle-ci est une pierre cible. On a pu en effet identifier qu'à partir de la pierre des trois évêques, nous avions toutes les orientations solsticiales qui étaient indiquées. Par exemple, ici, nous avons un coucher du soleil le jour du solstice d'été, c'est-à-dire le 21 juin, qui se fait précisément dans la direction de la roche de Cherfoy, qui n'est pas très éloignée, mais qui correspond à l'horizon immédiat que l'on peut avoir depuis la pierre des trois évêques. De la même manière, nous avons un coucher du soleil le jour du solstice d'hiver, cette fois-ci, c'est-à-dire le 21 décembre, qui s'opère sur les menhirs redressés de la cime de Paner, qu'on a tendance à appeler un petit peu à tort les menhirs de Niaourou. Et on observe des principes similaires quant au lever du soleil, avec un lever du soleil remarquable le jour du solstice d'été, puisque celui-ci s'opère en pleine direction de la chapelle Saint-Sabin. Or, la chapelle Saint-Sabin, c'est l'un des sites majeurs du parc naturel du Pilat, et c'est l'un des rares sites qui est reconnu comme déjà un site proto-historique. Donc là, on a un site qui est reconnu a priori par l'archéologie, qui est parfaitement orienté avec la pierre des trois évêques sur un lever du soleil le jour du solstice d'été. Alors, on peut se poser la question du lever du soleil le jour du solstice d'hiver. Moi, j'aurais tendance à proposer une orientation qui se ferait sur le château de Montchal, qui se trouve quand même assez loin, de l'autre côté, en fait, sur l'autre montagne, la montagne de Taillard, et on est là sur la commune de Burdigne. Et en fait, ce qui me pousse à faire cette proposition, c'est que le château de Montchal est construit sur une motte féodale. Et bien souvent, ces mottes féodales, en fait, elles sont beaucoup plus anciennes. Ce sont ce qu'on appelait des collines artificielles d'époque néolithique. On en connaît notamment une fameuse en Angleterre, la colline de Silbury Hill. Et on peut imaginer que là, le château de Montchal, construit au Moyen-Âge, a été bâti sur cette colline artificielle déjà existante.
En complément des orientations solsticiales qui sont naturellement des orientations astrales remarquables, on a pu également relever une orientation sur la chaîne des Alpes qui se fait sur le sommet des écrins. Donc on a un lever du soleil qui se fait en fait dans une orientation qui est marquée sur le terrain par un mégalithe qu'on appelle le viseur des écrins et sur lequel on reviendra tout à l'heure parce que c'est un des éléments clés de l'organisation mégalithique du site. À celle-ci s'ajoute une autre orientation sur la chaîne des Alpes, sur un sommet qui est à nouveau un sommet remarquable puisqu'il s'agit du sommet de la Meije. Et là, à nouveau, on a sur le terrain un autre massif que l'on a appelé le viseur de la Meije et qui semble également jouer un rôle dans l'organisation géométrique de cet ensemble. Bien, après cette brève introduction qui nous a permis de définir cette notion de cible que l'on attribue à la pierre des trois évêques, qui nous a également permis donc de dénommer ce projet, le projet du cadran du Pilat, nous allons maintenant nous attacher à présenter les éléments qui ont permis cette découverte. Alors, nous devons la découverte en fait du site à Thomas de Charentenay, lequel, à l'occasion d'une visite du site en famille à l'été 2016, s'est aperçu qu'à proximité de la pierre des trois évêques, il y avait un tas de blocs de pierre gisant au sol et que ces blocs semblaient non seulement être alignés les uns avec les autres, mais qu'on pouvait peut-être aussi envisager plusieurs fils d'alignement. Fort de ces premiers constats, Thomas de Charentenay envisage quelque temps après de retourner sur le site en compagnie de Vincent Gachet pour effectuer le relevé des roches en question. Donc là, il y a eu un relevé assez exhaustif de réaliser. D'une part, en utilisant le GPS pour localiser les pierres, mais cette technique n'est pas très fiable. Et d'autre part, un relevé manuel à la main au décamètre pour relever les pierres les plus singulières du site. Ce relevé manuel des pierres assez caractéristiques du site a pu être reporté sur une carte de type Google Maps et sur laquelle donc semble être mis en évidence un alignement de type nord-sud ainsi qu'un alignement de type est-ouest, donc marquage des axes cardinaux, mais aussi potentiellement l'existence de plusieurs fils d'alignement. Un alignement remarquable constitué d'au moins 8 blocs alignés, compris la pierre des trois évêques et le viseur des écrins. Cet alignement remarquable l'est en fait à deux égards. Le premier concerne la distance qui peut être relevée avec l'outil Google Earth. Il s'agit d'une distance de 207 mètres environ, qui pourrait correspondre à celle de 100 toises mégalithiques. Donc nous expliquerons dans la troisième partie de cette présentation à quoi correspond cette unité de mesure. Et le deuxième élément remarquable ici, c'est l'orientation. 106,26 degrés nord, c'est 16,26 degrés par rapport à l'axe est-ouest. Et cet angle-là correspond exactement au triangle de Pythagore que l'on nomme le 7-24-25. L'ensemble de ces éléments, orientation cardinale, orientation typique d'une géométrie pythagoricienne,
nous amène à considérer que ce site est peut-être construit selon des principes d'une géométrie mégalithique.